Épico. Cette année 2022, le Centre d'art contemporain Les Capucins fête ses 10 ans. Pour l'occasion, l'artiste Yagna Tchurta a été invité à réaliser une exposition qui réunit l'ensemble des artistes qui ont montré leur travail depuis 2011. Nul hasard à cela, puisqu'elle a elle-même exposé aux Capucins en 2015, mais surtout puisque dans son travail, l'exposition est un médium à part entière, un outil de création collective où elle agence des œuvres d'autres artistes, sous forme d'objets et de reproductions photographiques, pour constituer de nouveaux ensembles. On discute tout de suite avec elle de cette exposition anniversaire. Bonjour Yagna. Bonjour. Comme je l'ai précisé en introduction, le format exposition est dans ta pratique un médium à part entière et un lieu de collaboration avec d'autres artistes. Est-ce que déjà tu peux nous parler de cette manière de travailler et ce qui t'y a conduit ? Oui, en fait c'est une question qui englobe plusieurs questions, donc je vais certainement répondre partiellement. Oui, ça fait à peu près une bonne dizaine d'années que je fais ces expositions, j'invite d'autres artistes. Et ce qui m'y a conduit, c'est à la fois une sorte d'évolution dans mon travail, parce que pendant les premières quelques années de mon parcours, j'avais une pratique assez classique où je faisais des installations, des œuvres autonomes, même si elle était éphémère souvent, ou même parfois un peu évolutive, mais c'était des œuvres que je signais seule. Et puis, à un moment donné, il y avait une forme de d'épurement et d'évidement de mon travail, mais aussi de la documentation photographique de mes expositions. Et je ne sais pas exactement à quel moment il y a eu une bascule, mais c'est comme si à un moment donné j'avais fait le vide et il était évident, ce vide aussi, c'était une forme de prise de recul sur soi-même et sur ma pratique, sur ma place dans le milieu artistique, etc., ma position. Et il a paru évident de commencer à inviter dans ce vide d'autres artistes. D'accord. Et cette exposition à Embrun, elle réunit environ 90 artistes et des artisans locaux d'Embrun avec lesquels ces artistes ont été amenés à travailler. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez choisi les pièces ensemble, s'il y avait un protocole ou des critères particuliers ? Alors, il faut dire que cette exposition à Embrun, elle est particulière. Elle est très différente des autres expositions que je fais parce que je n'ai pas choisi les artistes. Quand je fais d'habitude, parce que ça m'est arrivé une petite fois en 2014 sur le stand de la FIAC de Florence Loewy. Mais à part ça, c'est toujours moi qui fais les invitations aux artistes. Il y a toutes sortes de critères, toutes sortes d'intuitions, sensations qui m'amènent à ces choix. Et ici, c'était extérieur à moi, c'est-à-dire c'était le programme, c'était d'inviter tous les artistes et toutes les artistes qui ont collaboré avec les Capucins depuis sa création du Centre d'art. Et aussi les artisans qui ont collaboré avec ces artistes, et même les bénévoles qui sont proches du Centre d'art. Donc je n'ai pas du tout contribué au choix des artistes. Donc il y avait une forme d'accueil différent que d'habitude. Et les œuvres, je pense que donc les artistes étaient invités à proposer une œuvre. Donc la majorité d'œuvres, c'était tout simplement la carte blanche aux artistes. Il y a peut-être 2 ou 3 œuvres dont on a discuté avec les artistes pour différentes raisons plutôt techniques, où on a un peu contribué au choix des œuvres. Mais c'est vraiment minime. Et pour cette exposition, tu t'es inspiré du travail de l'artiste américain Michael Asher et d'une architecte et scénographe brésilienne Lina Bobardi. Est-ce que tu peux nous parler de ces artistes, du moins du travail de certains de leurs pièces qui t'ont intéressé pour réaliser cette exposition aux Capucins ? Bon, j'ai envie de retourner un petit peu la question parce que je ne me suis pas inspirée, mais c'est une fois que
la scénographie, que on va dire l'ossature a été construite. En discutant avec Solène, je me suis dit en fait c'est quelque chose qui s'étend un peu entre Lina Bobardi et Michael Asher, avec peut-être quelque chose de je sais pas, d'organique, des algues qui auraient poussé dessus. Donc c'est pas tellement une intention au départ, mais une observation à l'arrivée. Et je pense que c'est évident parce que ça fait partie, ces deux artistes, parmi tant d'autres, font partie quand même d'une sorte de répertoire de l'histoire des expositions que j'aime. Oui. Est-ce que tu peux d'ailleurs peut-être plus concrètement nous expliquer la façon dont tu as mis en relation les différentes pièces qui t'ont été prêtées pour cette exposition, ou sinon disons les différents sous-ensembles que tu as conçus, enfin quel type de correspondance tu établis, comment tu composes en fait avec toutes ces œuvres qui sont quand même très différentes, hein, qui ont des statuts différents. Il y a des pièces d'artistes donc contemporains, puis d'autres d'artisans locaux. Voilà, enfin comment Alors, quels ont été les choix? Donc d'abord, je connaissais un peu au fur et à mesure de travailler sur cette exposition. Je faisais connaissance des œuvres qui allaient arriver parce que je les voyais en photo. Donc je pouvais avoir une forme de début d'idée de ce que c'était cet ensemble, mais c'est quand même beaucoup d'œuvres, 90. Donc quand j'ai pensé la scénographie, c'était plutôt penser une sorte de forme qui est disponible. Et qui est flexible ensuite qui sera flexible au moment de l'accrochage. Comment je les ai agencés, en fait, pareil, ce n'est pas possible de projeter 90 œuvres, en tout cas dans ma tête, ni dans une maquette, parce que je ne travaille pas sur les maquettes. Je travaille beaucoup par vraiment une sorte d'improvisation. Donc ça a été une œuvre après l'autre. On a commencé par une pièce parce que c'était la pièce. On a commencé par placer une pièce et puis on a placé une autre à l'autre bout, et donc elles ont commencé à vibrer ensemble, et puis on a commencé à en mettre une autre à un autre endroit, et on s'est dit celle-ci, il faut qu'elle regarde l'autre, celle-ci, il faut qu'elle fasse dos à l'autre. Et en fait, c'est vraiment des relations, une sorte de dialogue qui se fait entre les œuvres, dans la structure, avec l'architecture, avec la peinture murale. Et moi, ça me fait vraiment penser à la manière de peindre, peut-être, un tableau. On fait d'abord une tâche, après on fait une autre sur un autre bout de tableau, et après on construit un tableau comme ça, par vibration entre les couleurs. Mais d'ailleurs, les murs effectivement sont peints. Tu peux peut-être parler de cet aspect-là, toutes les cimaises sont peintes en vert, il me semble. Pas que en vert. Ah oui. Il y a plusieurs couleurs. Il y a deux chromies un peu différentes, mais qui se croisent dans le vert et le bleu. Donc il y a toute une partie de l'espace qui est peinte en vert, bleu, violet, et une autre partie vert, bleu, jaune. Donc en fait il y a deux perspectives. Si on est à l'entrée, on voit plutôt bref. C'est deux chromies qui ont aussi contribué au choix de quelle œuvre on accroche où, parce que tout se lie ensemble avec ce fond coloré. Et en fait, je fais ça souvent. J'adore faire ça. J'adore faire ces peintures murales. Et je fais ça souvent dans ces expositions où j'invite les artistes, où en fait la peinture est comme un liant, comme une sorte de sauce dans laquelle plonge les différents morceaux, et peut-être ça je sais pas, se diffuse un peu, et voilà, et ça c'est pour moi une manière de créer une sorte d'écrin souple et sensible pour les œuvres. Oui, d'ailleurs tu parles de liant, et il se trouve qu'il y a aussi beaucoup de chaînes
qui relient les pièces entre elles ou qui sont accrochées aux structures en métal que tu as conçues pour cette exposition. Peut-être que tu peux dire un mot là-dessus sur les chaînes et surtout sur cette structure en métal en fait qui parcourt toute l'exposition, qui devient le dispositif sur lequel tu as agencé les différentes pièces qui t'ont été prêtées. Peut-être qu'on peut parler un peu de cet aspect-là. Tu as travaillé avec des artisans locaux peut-être d'ailleurs pour cette structure en métal ou pas? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. On l'a fait nous-mêmes. Schumann, donc le régisseur du Centre d'Art et moi, on l'a conçu ensemble avec Schumann, c'est-à-dire c'était vraiment un casse-tête technique. Parce que évidemment il faut réunir il faut répondre à plusieurs contraintes matérielles et en même temps faire une forme qui me plaît. Donc on a imaginé une forme, c'est des formes qui sont faites des panneaux, on va dire, qui sont faits avec des montants qui servent à installer des plaques au plâtre. Et ces montants sont façonnés, martelés, passés par les étais, découpés à la disqueuse, réassemblés, etc. Et ensuite, avec ces panneaux, on a construit cette ossature, une sorte de simèse qui prolifère dans l'espace, mais simèse vide. Qui est en fait qui fait un bloc mais qui traverse tout l'espace et qui se lie en perspective. Donc oui, on a travaillé ensemble sur la conception technique de cette pièce. Ensuite, il y avait évidemment toute une équipe qui a contribué. Il y avait des super stagiaires, service civique, voilà, toute l'équipe du Centre d'Art. Et peut-être, c'est parce qu'on a évoqué Michael Asher. C'est justement quand j'ai vu cette structure enfin debout, je me suis dit, mais en fait, c'est une sorte de Michael Asher, mais un peu tordu, qui a échappé aux angles droits. Donc, parce que il s'agit, je pense à son installation de 2008 à Santa Monica Museum of Art, qui est en fait une superposition de plusieurs plans de simèse de 44 expositions de l'histoire de ce musée, qui sont superposés sur un plan et reconstitués, mais en vide, c'est-à-dire c'est que des ossatures métalliques des simèses. Donc voilà, sans placo. Donc c'est un petit peu comme ça se passe ici. On va revenir aux chaînes parce qu'il y avait la question des chaînes. C'est bien de revenir sur Michael Asher effectivement, et peut-être aussi dans le même temps sur Lina Bo-Bardi, parce que peut-être que tu peux parler du dispositif qu'elle a conçu pour le musée de Sao Paulo. Oui. Donc oui, Lina Bo-Bardi a construit le musée de Sao Paulo et elle a fait la scénographie, le design de l'exposition des collections du musée. Donc elle a construit ce qu'elle a appelé glass easels, donc les chevalets en verre, et ce sont des plaques de verre qui sont plantées dans des socles en béton et en bois, et sur lesquels on peut accrocher des tableaux. Ce qui fait que sur le plateau vide du musée de Sao Paulo, on voit une sorte de forêt, on peut dire, parce que c'est disposé comme ça de ces panneaux de verre sur lesquels il y a des tableaux qui nous regardent. Mais en même temps, quand on les contourne, on voit le dos du tableau. Et donc les œuvres sont un peu suspendues dans la transparence, dans le vide. Il y a aussi ces socles en béton qui évidemment dessinent aussi une sorte d'installation minimaliste au sol. Donc il y a une sorte de vraiment il y a quelque chose de super dans cette installation pour plein de raisons, pour à la fois un peu dénuder l'œuvre, montrer son dos, et à la fois mettre en relation avec l'espace, avec le vide. Donc dans l'installation au Capucin, sur cette structure en métal, on peut retrouver des panneaux en plexi, mais en plexi semi-transparent, parce que j'ai gardé les films plastiques du protecteur du plexi, ce qui permet de voir une légère couleur un peu verdâtre, vert qui se marie très bien avec les murs, avec la peinture murale. Et puisque
puisqu'on parle de Lina Bobardi et des chaînes, c'est intéressant parce qu'il y avait un autre architecte italien qui a été en fait un peu un menteur de Lina Bobardi, qui était Franco Albini. Et quand la première fois j'accrochais des œuvres sur les chaînes, c'était à Gennevilliers, à la galerie Édouard Manet, où j'utilisais les rails existants du plafond. En fait, ça me faisait penser à la fois aux accrochages de Franco Albini qui sont comme des barres métalliques qui suspendent du haut du plafond, et à la fois à ces accrochages simèses qu'on peut trouver dans des bureaux. Je sais pas si vous voyez, ce sont des petites barres métalliques avec des crochets sur lesquels on peut moduler la hauteur. Ouais, des sortes de panneaux flottants. C'est pas des panneaux, ce sont des petites baguettes en métal qui s'accrochent, et on les voit dans les MJC, dans les bureaux en fait, où on peut moduler. C'est un peu une manière d'accrochage, je sais pas, de bureau quoi, de bureau je sais pas de quelles années, peut-être 80, je sais pas. Franco Albini, c'était les années 40, 50. Donc voilà. Donc on fait un peu le lien entre les chaînes, les histoires des expositions. Et puis oui, j'aime bien dans la chaîne à la fois le fait de lier dans tous les sens du terme. Enchaîner aussi ou... Bah peut-être. Et il se trouve que dans la plupart de tes expositions, tu présentes des œuvres d'autres artistes, soit sous forme d'objets réels, soit sous forme de reproductions photographiques. Alors c'est pas le cas ici, puisque les œuvres qui t'ont été prêtées apparaissent exclusivement sous forme d'objets réels. Mais j'aimerais néanmoins te demander ce qui est en jeu pour toi dans ces deux modalités artistiques, donc celle de l'objet réel et celle de sa reproduction photographique, et ce qui se joue dans le glissement, parfois pour la même œuvre, du statut d'objet au statut d'image. Pardon, peut-être ma question est un peu longue, mais peut-être peux-tu y répondre. Oui, c'est vrai que c'est pas le cas ici, mais on sait jamais, parce que demain je vais faire la documentation photographique de cette expo, et ça se trouve que peut-être certaines vues de cette documentation deviendront œuvres, ou pas, ou peut-être ça restera juste une archive photographique de cette expo. Oui, en fait, tu as utilisé le mot glissement. Et effectivement, j'aime beaucoup cette idée de glissement dans mon travail, dans différents rôles que j'endosse, parce que je me considère pas comme commissaire, bien que souvent on me dit artiste commissaire. Je pense que je suis vraiment, quand j'invite les artistes, je suis vraiment, je le fais vraiment en tant qu'artiste. Parce que ça parle de ma place en tant qu'artiste, ça parle de ma position vis-à-vis des autres artistes, etc. Et donc il y a une sorte de glissement de différents rôles, c'est-à-dire je suis artiste, mais je suis une sorte de paracommissaire, parascénographe, paraphotographe d'exposition. Donc il y a aussi, j'utilise souvent des formes qui sont pas exactement à leur place, qui sont un petit peu dans le déplacement aussi. Je ne sais pas, ça m'arrive de faire des scénographies d'expo avec par exemple des châssis de peinture qui servent de simèse. Donc ce sont des objets qui sont dans le déplacement. La peinture l'œuvre qui sert de support. Je ne sais plus, mais en tout cas, il y a souvent ce décalage. Donc, j'aime bien aussi le déplacement entre la documentation photographique qui, par simple changement de légende, peut devenir œuvre et du coup peut être redéplacée dans l'exposition à nouveau. Et aussi, ça crée des boucles, crée des boucles temporelles,
parce que si j'expose dans une expo la photographie d'une autre exposition avec une œuvre d'une artiste, je la mets en relation avec sa propre œuvre, par exemple, ou d'autres, ça fait vraiment comme des différents, je sais pas, comme une superposition des différentes temporalités en un. Et est-ce que on pourrait considérer que c'est aussi une manière d'intégrer les conditions de circulation et de diffusion des œuvres qui, d'une certaine façon, sont vouées à devenir images, c'est-à-dire à être davantage vues par reproduction photographique que directement vues dans l'espace réel, ou ce qu'on pourrait autrement considérer que c'est plutôt une manière de matérialiser une sorte d'espace mental où les choses et leurs images existent sur le même plan, se superposent, comme une sorte de musée imaginaire. Ou peut-être pas du tout, peut-être que ça... Moi, je pense qu'il y a les deux. Ouais. Il y a les deux, et en même temps, cette histoire d'image qui peut être aussi un lieu d'exposition, quelque part. Ouais. Parce qu'une image où il y a une œuvre de quelqu'un qui est mise en scène par son fond, par son entourage, c'est la photographie dont je suis autrice, continue à montrer l'œuvre de quelqu'un d'autre, mais bien sûr que d'un point de vue complètement subjectif. Et donc ça, pour moi, c'est un prolongement de l'exposition réelle, c'est-à-dire une photographie peut être la continuation, peut être toujours le lieu d'exposition. Et donc c'est justement possible, comme tu dis, que tu intègres au fur et à mesure de l'exposition des photographies de l'exposition. C'est possible, ça arrive. On verra. Et tu intègres aussi dans ton travail les conditions matérielles, logistiques et financières des institutions dans lesquelles tu interviens, à commencer en particulier ici par les dispositifs de monstration des œuvres, comme les socles, les murs qui deviennent des surfaces de composition colorée, dont on a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Tu intègres aussi la lumière avec laquelle tu peux créer des ambiances, et l'ensemble crée à chaque fois une sorte d'environnement où les œuvres et leurs décors forment en fait un tout indivisible. Alors ma question, la voici, c'est est-ce que c'est pour toi une manière de montrer que justement les œuvres d'art n'existent pas indépendamment en fait des institutions et des conditions matérielles dans lesquelles elles s'inscrivent? Il y a comme ça une organicité, je veux dire, qui est créée par tes œuvres, par tes expositions. À la fois il y a évidemment cette histoire de se placer au cœur d'une institution, dans son architecture, de l'embrasser en fait, et à la fois puisqu'on parle des œuvres qui existent pas sans, il y a aussi cette question de white cube qui est complètement à l'opposé. Je vais un petit peu à l'opposé du white cube, justement pour à la fois diminuer la distance que ça produit entre l'œuvre, que le white cube produit entre l'œuvre et les spectateurs, spectatrices, et à la fois pour être dans une forme de pour prendre possession de l'espace quelque part, pour le changer, pour le ramollir, pour casser sa rigidité peut-être. Et quoi, je sais plus. Et je voulais te demander aussi, je trouve que la plupart des artistes invités à Embrun sont amenés à collaborer avec des artisans locaux. Donc on trouve d'ailleurs, comme on l'a dit, certaines de leurs pièces dans l'exposition. Et toi-même, tu as travaillé avec, donc pour cette exposition, avec un artisan local, me semble-t-il, ou une artisane locale, une vannière. Peut-être, je sais plus exactement, mais peut-être justement, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Alors, j'ai rencontré plusieurs artisanes et artisans, locales, qui ont collaboré avec différents artistes avant. J'ai fait des rendez-vous d'ateliers, des rencontres. C'était vraiment le début de mon séjour ici, c'était vraiment le début de la recherche. J'ai commencé par ça. Donc ça a donné toutes sortes voilà, donc c'est vrai que c'est seulement pour les artistes et artisans locaux que j'ai vraiment contribué au choix des œuvres.
On revient un petit peu à la toute première question. Parce que c'était... j'avais envie de rencontrer ces personnes et de voir qu'est-ce qu'on peut... Parce que évidemment, on pourrait juste leur demander qu'est-ce que vous voulez montrer, envoyez-nous une pièce. Mais comme voilà, c'est un autre rapport avec le lieu, avec Embrun, mais pas que Embrun, parce que donc il y avait effectivement une vannière qui habite au-dessus de la Grave, dans la montagne, et à qui j'ai rendu visite. Donc j'ai regardé son atelier, elle m'a expliqué comment elle fait les choses, j'ai vu ses productions. On a discuté des palissades parce qu'elle fait évidemment des paniers, mais pas que ça. Elle fait aussi des choses dans le paysage et donc je l'ai invitée à contribuer à une partie de l'installation de la structure. Donc Lucille Bou nous a, je dis nous parce que toute l'équipe avec les stagiaires, les services civiques, nous a fait une journée de formation de création de ces palissades. On a aussi imaginé, parce que normalement ça se plante dans la terre, ici c'est dans le vide, donc il fallait qu'on imagine un système. Donc elle a conçu un système pour que ça tienne dans le vide. Et voilà, donc ça c'était la toute première rencontre. Ça a commencé par la vannerie, et puis j'ai rendu visite à la potière, Muriel Bajevic, qui tout simplement on a choisi une œuvre à montrer dans l'espace. Pareil pour la feutrière Anne Massot. C'est un pouf, mais qui est en fait une sculpture en feutre qui représente un galet, un grand galet. Il y avait aussi une rencontre avec Odile, qui est maroquinière, qui est à Embrun. Et en fait, au bout d'un moment de notre rendez-vous des ateliers, parce qu'elle a 2 ateliers à Embrun, une boutique, je suis tombée sur des photos, sur un vieux classeur de photos de ce qu'elle faisait au début de son travail. Et en fait, on a décidé de garder dans l'exposition 2 magnifiques photos d'Odile de l'année 88, qui pose sur Harley Davidson, pour lequel elle a fait des sacoches, mais elle pose aussi avec un short en cuir qu'elle a fait elle-même. Et c'est des photos qui sont extrêmement sensuelles et presque érotiques. On voit que des bouts de corps, sur ce Harley. Donc c'est quelque chose c'est encore une fois une situation un peu décalée, parce qu'on ne montre pas la production d'Odile, juste en photo. Et en même temps, cette photo est très cinématographique, et crée une ambiance complètement inattendue. Et je pense que Odile est très très contente de l'accrochage et tout ça, de la mise en cadre et en espace. Voilà, donc c'est toutes sortes de rencontres comme ça. On a aussi rencontré le sculpteur des Rosas du Queyras à Saint-Véran. Et lors de la visite d'atelier, en fait, on a appris qu'il y a aussi le père qui fait des choses, et puis le fils qui bricole avec des bouts de bois qui traînent dans l'atelier. Et dans l'exposition, les 3 générations sont représentées. Donc dans le petit tabouret de Timéo, 4 ans. Et est-ce que pour toi ce travail collaboratif dans ton travail en général avec d'autres artistes, puis là il se trouve que tu as 7 ans à des artisans et des artisanes d'Embrun, est-ce qu'en tout cas donc le travail collaboratif est une manière de défaire, de déjouer la catégorie romantique du génie artistique qui va créer seul, qui s'auto-crée, pour montrer au contraire que la création est un processus qui est déjà pris dans des structures institutionnelles, mais aussi dans des réseaux en fait d'artistes, de collaboration et d'affinités que tu restitues peut-être justement dans tes expositions et peut-être aussi ici. Oui, complètement. À la fois c'est cette volonté de complètement retourner à l'envers ce mythe d'artiste autonome, individuel, le génie.
et à la fois oui, cette histoire d'individualisme et de la compétition qu'il y a dans tous les mondes, dans tous les métiers, j'imagine, mais dans le monde de l'art, beaucoup. Pas préservé, ouais. Beaucoup, oui. Et aussi, il y a aussi le plaisir, tout simplement, de faire ces expositions par amour, d'être avec les autres, je sais pas, de partager, mais aussi aussi peut-être de jouer avec cette question. On a parlé des chaînes, de jouer avec cette question de se lier ou de lier, ou je sais pas, à la fois être dans le partage ou peut-être dans l'absorption ou dans l'appropriation. Donc il y a une sorte de jeu de comment on est quand on est à deux ou à plusieurs. Il y a différents points de vue possibles en fait sur ces collaborations. Peut-être une dernière question justement qui rebondit sur ce que tu viens de dire. Est-ce que d'une certaine manière on peut dire que tes expositions constituent des sortes, et en particulier peut-être ici celle d'Embrun, une sorte de portrait de famille au sens de famille, je dirais, élective, artistique, amicale. C'est peut-être un peu ça tes expositions. C'est beaucoup ça. Dans les expositions que au moins j'invite les artistes. Évidemment, il y a une partie d'artistes, ce sont des amis. Il y a des gens que je rencontre par ces invitations, et qui souvent deviennent des amis après. Mais il y a aussi des œuvres d'artistes, d'artisans, d'artistes amateurs que je rencontre par différentes manières, mais aussi des œuvres des collections. Ça n'était pas dès le début, en fait. C'est assez récent que ça m'arrive d'inviter, de travailler avec un collectionneur ou emprunter des œuvres à des collections publiques. Et là, c'est des pures affinités. C'est le pur plaisir je pense que c'est plus proche de collection que de travail de collectionneuse que de commissaire. C'est-à-dire, c'est vraiment le plaisir de peut-être posséder à un instant une œuvre au sein de mon exposition. Et j'ai oublié. La question, mais oui, c'était disons. La famille. La famille. Des sortes de généalogie. Oui, la famille dans l'exposition à Embrun, évidemment, mais c'est à la base de cet arbre généalogique, il y a quand même surtout Solène Morel, parce que c'est des artistes qu'elle a invités pendant ses 10 ans ici. Il y a aussi les artistes qui étaient exposés avant elle par la première directrice qui est restée, je crois, quelques mois ou un an. Il y a aussi Karine Schlageter qui a été là pendant 1 an de l'année sabbatique de Solène. Mais bon, la majorité des artistes étaient invités par elle. Et aussi, j'avoue que une grande partie fait aussi partie de mon cercle amical. Donc il y a quelque chose de ça, évidemment. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le titre de cette exposition qui est Pleine lune en poisson ? Peut-être que tu peux nous en parler ? Oui, en fait, je cherchais évidemment assez vite le titre parce que souvent les titres pour moi viennent avec les idées d'exposition que j'ai. C'est-à-dire quand je pense à une exposition, je pense à des artistes, je pense à des sensations, à des idées que j'ai envie d'inclure dans l'expo et peut-être autour desquelles je fais des invitations, par exemple, à des artistes ou des œuvres précises, et ça vient souvent tout de suite avec le titre. Ici, c'était complètement différent. Ici, j'étais devant devant plein de données où c'est pas moi qui invite les artistes, c'est pas moi qui pense à qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce que j'ai envie comme ambiance ou comme idée dans cette exposition. Donc il y avait juste la question de l'anniversaire. Il y avait plein d'artistes. Il y avait l'espace. Et dans cet espace, j'ai trouvé la plaque d'inauguration du Centre d'art, sur laquelle il y a la date exacte
de l'ouverture. C'était le 18 juillet 2011. Et donc, je me suis aventurée à faire un thème astral du centre d'art. Donc, j'ai appris que le centre d'art a le soleil en cancer, la lune en poisson, et que c'était la pleine lune, ascendant sagittaire. Et voilà, donc c'est par simple jeu de formes, d'idées, des mots, quelque chose de à la fois très plastique, et à la fois très plastique aussi dans le sens flexible, qui peut correspondre à une exposition aussi éclectique. Donc ça m'a paru pas mal comme point de départ. Donc j'en ai extrait la pleine lune et la lune en poisson, et ça fait cet aggloméré là. Et puis j'ai lu plein d'interprétations. Moi je suis pas très forte en astrologie, mais par différentes interprétations j'ai appris que la lune en poisson, c'est full emotions, c'est plein de, c'est l'état amoureux d'être amoureux, et c'est le besoin d'être connecté aux autres. Et évidemment, la lune, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, mais c'est aussi les illusions. Et la pleine lune, c'est full emotions. Belle manière de conclure. Merci beaucoup, Yagna. Merci. Et à bientôt. À bientôt.